parler du projet sans parler de la congrégation des Sœurs de la Providence de Langres. Alors tout à l'heure, Sœur Myriam en parlera beaucoup mieux que moi, mais juste pour expliquer pourquoi aujourd'hui il y a ce projet qui est là. Si on remonte un petit peu dans l'histoire, pas très loin, on va dire en 2019, lors d'un chapitre, les Sœurs de la Providence se sont posées un petit peu des questions en se disant on est vieillissante, on sait qu'un jour ou l'autre, le plus tard possible, mais un jour ou l'autre, notre congrégation va s'éteindre. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va rester de nous? Comment les bâtiments vont être gérés? Voilà, c'était une interrogation en 2019 des sœurs. Et donc, elles ont eu dans leur grande sagesse, mais je ne vais pas dire sans arrêt dans leur grande sagesse, mais c'est toujours sous-jacent dans ce que je dis, l'idée de dire, nous on pense, on a vécu, on est d'une certaine époque, mais il y a peut-être des gens qui sont de l'époque actuelle qui pourraient essayer de réfléchir aussi avec nous sur ces questions-là. Et c'est pour ça qu'en 2019, elles ont réuni autour d'elles un certain nombre de personnes en qui elles avaient confiance pour leur dire, ben voilà, nous on aimerait bien que cette maison elle continue à vivre avec des valeurs qui nous ont portés, notamment la lutte contre la pauvreté, l'accueil de l'autre, des choses très humaines. Et puis on aimerait bien vivre aussi jusqu'à la dernière sœur valide dans cette maison qui est la nôtre. Mais après, voilà, on vous dit ça, maintenant on compte sur vous pour réfléchir et pour avoir des idées sur ce que ça pourrait devenir. Donc il y avait 7 ou 8 personnes, et j'en faisais partie à l'époque, et donc on a réfléchi. C'était un groupe qui ne se connaissait pas du tout, enfin il y avait des gens qui se connaissaient, mais beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas. Et petit à petit c'est parti un petit peu dans tous les sens. Voilà, on pourrait, ah bah pourquoi pas. Et puis ce qui s'est passé c'est qu'il y a un moment il a fallu arriver un petit peu à cerner les choses, et puis à se dire, du rêve on va essayer de passer à la réalité. Et c'est le projet tel qu'il est aujourd'hui qui est né. Ça, c'était 2019. 2020, il y a eu la création de l'association qui s'appelle l'association Maison Providence, qui porte le projet Le Goût des Autres. 2021, il y a eu la donation de la congrégation à l'association. Alors, ce n'est pas tout à fait à l'association, mais c'est un fonds de dotation qui a été créé, qui est le nouveau propriétaire. Et puis, donc ça c'était 2021, 2022 travaux, 2023 ouverture, et puis ça fait aujourd'hui 1 an, parce qu'on a ouvert fin mars, ça fait 1 an qu'on a ouvert. Voilà. Alors, on va parler du projet, mais moi, ce qui nous semble important à nous tous, alors moi je suis maintenant salarié directeur du projet, mais derrière tout ça, il y a eu le groupe de base qui s'est étoffé petit à petit dans un conseil d'administration, mais aussi dans des bénévoles pour réfléchir. Et ce qui nous semble important dans tout ça, c'est cette notion d'héritage. C'est qu'on a reçu quelque chose et on a la responsabilité de ce qu'on a reçu et de comment on va le faire vivre et de quelles valeurs on va faire vivre. Après, j'allais dire tout le reste, c'est du fonctionnement, c'est de la cuisine, mais à tout moment, on se dit attention, dans ce qu'on fait, est-ce qu'on suit bien l'optique et le cahier des charges? Et en ça, la notion d'héritage, elle est intéressante parce que quand on reçoit quelque chose de ses parents, on ne le fait pas forcément vivre de la même manière que les parents l'auraient fait vivre, mais on sent qu'il y a une histoire derrière et on appartient à cette histoire. Et pour nous, c'est important cette notion d'histoire. Donc le projet, qu'est-ce que c'est? Le projet au départ, c'est plusieurs choses. C'est une auberge à base de produits locaux. Une auberge, c'est un lieu où on vient manger, donc vous pouvez venir manger régulièrement. On est ouvert jusqu'à l'heure du lundi au vendredi, plutôt le midi, mais en réalité toute la journée. Et puis le vendredi soir, c'est une auberge à base de produits locaux. Ça veut dire qu'ici, on ne mange et on ne boit, ce que vous buvez là, ce que vous mangez, mais aussi les frites qu'on va manger, ou le beefsteak, ou tout ce qu'on va manger ici, les carottes ou le reste, ce ne sont que des produits locaux, et des produits locaux, ça veut dire qu'on est à 20-30 km à la ronde. C'est pas 200 km, c'est 20-30 km à la ronde. La seule chose qui n'est pas locale, c'est le café,
parce qu'on sait que les gens veulent prendre même du café, mais ça, oui, pas, on fait une petite entorse parce qu'on sait que si on veut que les gens viennent, bah, il faut qu'ils aient leur café à la sortie. Mais sinon, tout est local, et ça oblige donc à faire vraiment une gymnastique intellectuelle en permanence, à se dire, ben, aujourd'hui, il n'y a pas de tomates. Non, il n'y a pas de tomates, mais n'empêche qu'on peut quand même bien manger. Et depuis des décennies, avant l'invention du congélateur, des camions, etc., on mangeait, et on mangeait sans tomates au mois d'avril. Donc c'est pas grave, c'est juste à réfléchir et à se dire comment on peut vivre et comment on peut fonctionner. C'est important parce que derrière ça, il y a une vraie réflexion sur le développement local, sur l'écologie, sur comment on vit avec des producteurs aussi qui sont locaux. Ça veut dire les légumes, les œufs, la farine, le fromage, la bière, le vin, voilà, tout ce qui est... Et, voilà. Et la Haute-Marne et le sud de la Haute-Marne sont riches de tout ça. Ça, c'est la première originalité de l'auberge. La deuxième originalité, c'est que les repas sont préparés et servis par des personnes qui sont sur un parcours d'insertion. Ça veut dire que c'est des personnes qui, au départ, quand elles arrivent ici, qui sont au RSA, qui sont chômeurs de longue durée. Et l'idée, c'est de travailler avec eux pour les amener, au bout de 2 ans maximum, à être sur un emploi durable. Donc c'est un vrai défi. Parce que quand on n'a pas de travail, c'est pas par hasard, c'est que des fois il y a aussi des freins, il y a des problèmes familiaux, il y a des problèmes de santé, de budget, d'enfants, enfin des tas de choses. Ce qui fait que ici dans l'auberge, il y a 2 cuisinières qu'on appelle encadrantes techniques qui encadrent tout le monde pour préparer les repas, mais il y a aussi une accompagnatrice socio-professionnelle qui va être l'assistante sociale, qui va travailler sur les freins sociaux, puis après sur comment on fait pour rechercher un emploi, comment aussi on a des relations avec tout le bassin de professionnels qui sont autour, que ce soit les usines, les restaurateurs, les hôteliers, tous les gens. Parce que au bout d'un moment, avec les personnes qui sont là, on va être amené à définir un projet professionnel. Et une personne qui va dire, bah, moi j'ai envie de devenir plombier. Et donc l'idée c'est de voir comment, avec les plombiers du coin, on peut venir dans un premier temps en stage et ensuite dans une formation ou quelque chose. Donc c'est vrai que c'est l'originalité de ce restaurant. Les repas sont préparés et servis par des personnes qui sont en parcours d'insertion. C'est intéressant de venir et de voir, parce que quand on vient ici, on se fait une autre idée des personnes qui sont allocataires du RSA, où des fois ils sont un peu catégorisés comme des feignants ou des gens qui ne veulent pas travailler. Ici, c'est vraiment une autre image qui est développée, parce que aller devant une personne pour lui demander ce qu'elle veut manger, donner le meilleur de soi-même pour que l'assiette soit chaude, bien présentée, etc., ça oblige à sortir de soi-même, et sortir de soi-même, c'est la première marche pour aller vers un emploi durable et vers une insertion. Ça, c'est donc le premier axe du projet, une auberge solidaire à base de produits locaux. Le deuxième axe, c'est une université populaire. On a pensé qu'il y avait du savoir partout, et très local aussi, et notamment à Langres, dans tous les domaines, et que le savoir, il est fait pour être partagé, quel que soit son niveau social, qu'on ait été à l'école ou pas, parce que des fois, on a du savoir sans le savoir. Et c'est comment tout ça, ça peut se partager. Donc, il y a tout un programme, je vous donnerai les dépliants tout à l'heure, il y a tout un programme de cours, d'animation, d'ateliers. Alors il y a des cours, il y avait un cours sur le monde des cathédrales, mais il y a aussi tous les jeudis par exemple de la conversation en espagnol, des gens qui se retrouvent juste pour parler en espagnol pendant 1 heure, entre 11h30 et midi et demi. Il y a un cours au niveau de l'art, enfin un atelier au niveau de l'art, sur découvrir sa créativité et créer de l'art. Il y a des apéros, des conférences débats, il y a du slam qui vient ici tous les jeudis, c'est jeudi de la semaine prochaine, où il y a des personnes qui arrivent avec un texte et déclament le texte devant tout le monde. La seule règle de ce slam, c'est qu'il faut que ça dure entre 15 secondes et 4 minutes. Voilà. Mais après, chacun peut amener, alors il y en a qui font en chantant, il y en a qui... C'est voilà, scène ouverte qu'on appelle. Il y a des visites flash du quartier, avec redécouvrir le quartier en marchant, avec on se rend compte que ah oui, telle maison, tel statut, tel... Oui, c'est intéressant de voir. Voilà. Et des choses, et régulièrement, on a des personnes qui viennent nous voir en disant moi je partagerais bien cette chose-là, j'ai cette compétence d'écologie, voilà, qui peut tourner autour. Donc ça, c'est le deuxième axe du projet, université populaire.
Et puis le troisième axe du projet, c'est ici, ça a toujours été une maison ouverte et accueillante. Et l'idée, c'est qu'elle y reste. Il y a donc des logements qui sont aménagés, des logements locatifs classiques, de gens qui habitent, c'est leur logement. C'est plutôt au deuxième étage, donc il y a 3 T3 et 2 T2. Et puis il y a la Wi-Fi partout, ça peut faire un espace de coworking pour des gens qui voudraient travailler avec leur ordinateur. Il y a des chambres d'hébergement qui sont aussi préparées et mises à disposition par les salariés en insertion, où c'est possible de passer une nuit. Vous avez peut-être vu la dame en vélo tout à l'heure qui est passée, ben, elle vient, elle est à Neufchâteau, elle nous a dit tout à l'heure, ce matin. Et puis, elle dort là et elle repart demain. Voilà, donc on a une chambre d'hébergement, enfin on a 3 chambres d'hébergement aujourd'hui. Et puis bien sûr, dans cette maison ouverte, il y a la communauté des sœurs qui reste, qui est bien sûr des habitantes de la maison, qui s'inscrivent dans le projet, mais qui ne sont pas n'importe qui dans la mesure où elles sont aussi à l'initiative. L'idée c'est qu'elles soient déchargées de la charge de la gestion, mais complètement, complètement dedans. Voilà. Est-ce que... On va déjà faire la clap. Alors, oui, j'ai l'habitude de dire, et quand on travaille ensemble, avec notamment tous les salariés, j'ai l'habitude de dire que la réussite de ça, c'est une réussite collective. Hein, c'est que le salarié qui va servir et qui va bien servir, qui va porter l'image et qui va faire ça, il contribue autant à la réussite que moi qui suis dans la gestion, que chaque personne. Et ça, c'est important, y compris d'ailleurs dans la solidarité entre salariés, parce que c'est ça qui fait qu'on avance. On n'est pas chacun sur son chemin en parallèle, et au contraire, on est sur une réussite collective. Et je dirais vos applaudissements, merci beaucoup. Hein, ça touche toujours, et c'est toujours bien d'être encouragé, parce que c'est pas toujours simple tous les jours. Mais c'est vrai que c'est important pour nous de dire que c'est un groupe qui porte ça. Et que chacun bien à sa place, hein, parce que bien sûr, mais d'un autre côté, solidairement. Et j'allais dire que même les clients et les personnes qui viennent manger, pour nous, c'est une manière de porter. Ce que j'oubliais de dire par rapport au sens de tout ça et de tout ce qu'on veut donner, c'est que finalement, tout ce que je raconte, le but, c'est qu'il y ait au milieu de ça des personnes qui se rencontrent, des personnes qui ne seraient pas, parce que des personnes qui vont venir au SLAM et qui croisent une personne en insertion ou une sœur de la Providence, c'était pas écrit, et il se passe, n'empêche cette rencontre, et on se rend compte que finalement, c'est pas dangereux la rencontre, et que c'est le fait de ne pas se croiser, de ne pas se rencontrer, qui est parfois dangereux, et qui nous fait nous mettre des préjugés. Et ici, l'idée, c'est qu'on puisse se poser tranquillement, sans forcément... Bien sûr, il faut qu'on vive, c'est important, il faut qu'on gagne de l'argent, on ne pourra plus continuer, mais il faut aussi que des gens se rencontrent et puissent tout simplement être ensemble et bien. Et puis par rapport à ça, on a vraiment la chance d'être dans des conditions et des installations qui sont super. Et voilà, donc c'est ça qui est fort. Et on se rend compte que finalement, je ne vais pas dire que c'est pas difficile, mais c'est quand même relativement simple d'être ensemble, de se côtoyer et de se voir. Et souvent, on se met beaucoup de nœuds dans la tête dans notre société en se créant des barrières de cadres. Alors nous, on a un cadre, hein, on a un conseil d'administration, on a un bureau, on a une comptabilité, un commissaire aux comptes, on a tout ce qu'il faut dans le cadre. Mais au milieu de ça, c'est important de des fois se faire sauter les verrous qu'on a dans la tête les uns vis-à-vis des autres, parce que c'est simple de se parler les uns aux autres et de s'entendre et de s'écouter. Voilà. Bravo. Avant qu'on entre en dialogue avec les sœurs, voilà, si vous avez une remarque, une question, c'est maintenant. Hein. Faire une petite remarque, parce que hier on s'est réjouis autour de Anne et Patrice, tout en sachant qu'ils vont nous quitter pour l'aube. Et cet homme qui a un lien via les enfants respectifs des deux couples vient de l'Aube. Ah. Donc on n'a pas tout perdu. Non. Même si j'ai beaucoup de Vous avez gagné gros. Même si j'ai mon fils, donc Basile, qui est au Canada avec Eva, la fille de Patrice et Anne. Ah, oui. Mais bon, Mais les couples. Et du coup, combien depuis un an
vous estimez à combien de ceux qui ont participé au projet, aussi bien les acteurs, les travailleurs, que ceux qui sont venus manger à la brasserie? On a fait 3000 repas. Voilà. On fait, donc on a parlé des biscuits, ben vous avez pu goûter aussi. On développe aussi beaucoup de repas emportés, de buffets, de choses comme ça. Il y a aujourd'hui 18 salariés en insertion. On est 4 salariés. À l'université populaire, on a fait des conférences au théâtre où il y avait 100-120 personnes. On a Lilian Thuram qui vient le 4 juin. Lilian Thuram qui a participé à gagner la Coupe du Monde de foot en 98 et qui est... Oui, non, défenseur. Défenseur. Ouais. Il est super rapide. Oui, parce que quand il va marquer, le défenseur... Ah oui. Et donc, mais qui est beaucoup engagé maintenant sur la lutte contre le racisme. Et c'est plutôt à ce titre-là qu'il vient. Donc il viendra au théâtre le mardi soir et rencontrer des collégiens du collège de Langres, du collège des franchises, le lendemain, le mercredi matin. Alors, après, des fois on fait des choses. La semaine dernière, on avait quelqu'un qui animait de la philo pour enfants. Il n'y a eu personne. Et donc, il y a à nouveau quelque chose là, vendredi, là. C'est ça, des fois au slam, on est 40-50 ans. Voilà, alors au total, on n'additionne pas forcément, mais oui, et puis on est toujours dans notre esprit plutôt en création. Il y a encore des choses qu'on modifie, qu'on adapte, voilà. Mais l'idée, c'est d'être un acteur parmi tous ceux qui existent à Langres, parce que c'est important de travailler en partenariat avec tout ce qui se fait. Il y a des choses assez riches et nous on dit toujours il y a de la place pour tout le monde et c'est intéressant parce qu'on crée vraiment des liens. Le slam, c'est comme ça que c'est arrivé, parce qu'on a rencontré du monde qui disait on n'arrive pas à trouver un lieu où on est au calme, et puis finalement ils sont contents d'être ici. Voilà, c'est le fait de rencontrer du monde. Donc c'est vrai qu'une grosse partie de mon travail aussi, c'est notamment d'aller rencontrer des chefs d'entreprise, d'aller rencontrer des personnes, de savoir ce qui se fait un peu partout. Et aussi de recevoir des groupes comme vous aujourd'hui, parce que c'est important aussi. Alors on a un site internet, on a Facebook, on a Instagram, on a des dépliants. Ouais, on essaye au niveau communication d'exister, mais on existe. Et puis on a de la chance d'être quand même très bien suivi par le journal de la Haute-Marne et la Voix de la Haute-Marne. Là, c'est vraiment une chance parce que, enfin, on peut dire on les arrose quasiment toutes les semaines de ce qu'on fait, mais en face, il y a du répondant et ils publient des choses, donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Ouais. Vous tapez le goût des autres à Langres et puis vous trouvez après tout ce qui va bien. Voilà, on a 1300 followers sur Facebook. Voilà. Si on veut des chiffres, on les donne. Hein. C'est plus que la paroisse. Voilà. Mais on est surtout en marche et puis on avance vers quelque chose. Enfin, voilà. Et les personnes qui viennent travailler chez vous, vous êtes longtemps? Alors les personnes qui viennent travailler chez nous, on est sur un dispositif qui s'appelle Atelier Chantier d'Insertion. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la Régie Rurale à Vaillant, oui. Qui fait du maraîchage. On est sur le même principe, c'est-à-dire que c'est un dispositif de l'État, du ministère du Travail, qui fait qu'ils vont financer des postes pendant 2 ans maximum. Par contre, ils financent des postes à condition que les personnes repartent vers l'emploi durable. Donc c'est pas juste en disant ouais, il faudrait que... C'est que si les gens ne repartent pas, on va dire à 60% des personnes sur l'emploi durable, derrière, il n'y aura plus de financement. Donc c'est maximum 2 ans. L'idée, c'est qu'on n'aille pas au bout des 2 ans, c'est qu'on puisse s'arrêter avant. En général, on commence par un contrat de 4 mois, où les personnes sont là, travaillent et reprennent juste des habitudes de se lever le matin, de travailler avec d'autres, de comprendre une consigne, de rester à sa place. Ici, il y a toute une procédure d'hygiène, comme dans tous les restaurants, de comprendre, de voir. Ça, c'est le premier contrat 4 mois. Pendant ce contrat de 4 mois, nous, on observe aussi un petit peu, justement, tous les freins sociaux qui peuvent exister, tous les comportements. On se rend compte qu'il y a des problèmes de santé, il y a des gens qui tiennent des choses
à bout de bras, et puis qu'il y a des choses qui craquent aussi des fois. Enfin voilà, il y a toute la question de la mobilité, de comment on fait pour avoir le permis en milieu rural et tout ça, donc tout ça on le regarde. Et puis après, on travaille avec des contrats de 6 mois qui vont, sur lesquels on va définir on va parler projet professionnel et puis on va définir des petits objectifs. Bah, pour ce projet professionnel, il faut peut-être déjà se faire soigner les dents, le truc un petit peu partout, avancer là-dessus. Et ça, c'est des objectifs qui sont simples, mais qui sont aussi exigeants pour les personnes qui font, parce que c'est pas forcément... C'est changer de vie, changer de rythme. Et si ces objectifs sont atteints, on repart sur des contrats de 6 mois, mais au bout de 2 ans, tout le monde sait que ça s'arrête. Ça veut dire que derrière... alors on a déjà quelques personnes qui sont reparties vers de l'emploi, et ça c'est super. Justement grâce au principe des stages, où des personnes qui disent je vais aller vers la petite enfance, ils vont faire un stage en crèche et puis on va voir si ça va. Alors il y a des stages qui vont bien, puis des stages qui vont pas bien, et nous on travaille avec les employeurs et les salariés pour comprendre ce qui se passe au moment du stage. Pourquoi ici ça va bien? Parce qu'ici on est dans des conditions un peu protégées, on est nombreux, donc on n'est pas toujours en train... On sait que dans une cuisine, quand il y a 2 personnes dans un restaurant qui tiennent une cuisine, midi, ça va pas. Nous ça va un petit peu moins vite. Donc forcément, on essaye de comprendre pourquoi ça se passe mal au niveau d'un stage quand ça se passe mal, et de retravailler ça pour préparer d'autres stages et avancer au niveau du projet professionnel. Moi j'ai l'habitude de dire que les gens qui s'en sortent, c'est pas forcément ceux sur qui on avait parié au départ, en disant ah bah oui avec eux ce sera facile, et puis ceux qui s'en sortent pas, c'est pas non plus ceux qu'on avait parié au départ, mais justement c'est intéressant parce que derrière c'est la liberté de chacun, avec son passé, avec ses valises, avec tout ce qu'il a, de pouvoir essayer de se révéler le mieux possible. Mais dans l'ensemble, on a quand même, alors on travaille beaucoup l'idée de l'ambiance, de la solidarité ici, mais on a quand même un groupe qui avance et qui avance bien, mais individuellement, il y a quand même des vrais accompagnements qui sont nécessaires. Accompagnement qu'on fait nous et accompagnement qu'on fait en partenariat avec l'hôpital, avec du secteur social, avec de l'accompagnement divers. Oui, 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 mais si on le fait, c'est aussi qu'on y croit et qu'on est motivé. On passe au dialogue peut-être, Elisabeth? Oui, c'est ça, avec les sœurs. Je pense qu'elle parle un peu au début, puis après, voilà. Alors par contre, je vais être obligé de vous abandonner. Oui, on remercie Jacques-Philippe. Ouais. Merci. Quelques petits flyers là, et après tu laisses... Alors, avant de vous dire ce que nous sommes, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous connaissez de la vie religieuse. Parce que c'est facile, on écoute comme ça, ben oui, c'est bien, c'est bon, puis voilà. Mais j'aimerais savoir comment chacun, chacune, vous percevez ce que c'est une vie consacrée au Seigneur. Voilà. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est pour vous une religieuse ou un religieux, quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu? Pour moi, c'est un don total, mais il y a une sacrée contrainte derrière. Un peu plus fort, Claire. J'ai dit que pour moi, c'est un don total, mais avec d'énormes contraintes par derrière, comme la vie en communauté, etc. C'est pas évident. L'obéissance. Vous n'avez pas de contraintes? Si, mais on peut choisir. Parce que la vie de couple, c'est moins le contraignant, peut-être? Pas du tout. Il écoute bien. Alors voilà, quelqu'un. Si j'avais répondu il y a quelques années, j'aurais dit le mot obéissance. Ouais. Vous voyez bien ce que ça représente pour moi. Ah, ok. Je pense que chacun nous obéissons à des événements. Nous, on en fait un vœu même. Oui, ça c'est veut ça, dire que dans la communauté, s'il y a un besoin, eh ben, si on dit toi tu serais bien là, ben dis-vous, réfléchis quand même. Moi par exemple, quand on m'a demandé d'aller au Pérou, on dit je ne connais pas le Pérou. Alors, je ne peux pas dire oui ou non. Alors, ben, on va aller voir. On est parti au Pérou, 15 jours. Et puis en revenant, quand j'ai vu la réalité, je dis je ne peux pas dire non. Voilà. Donc l'obéissance, c'est pas de l'aveugle comme ça,
c'est réfléchi, puis quand on nous demande quelque chose, c'est pas tiens, celle-ci, celle-là, comme ça, non. Je pense qu'on voit un peu les possibilités, si on la change de place, moi j'ai fait je sais pas combien de places, mais à chaque fois, le responsable ne tire pas comme ça. Non, c'est pas. C'est réfléchi, voilà ce que je veux dire. Et ben nous, quand on est contre, eh ben, on se dit, bon, si un jour c'est ça, est-ce que je peux, est-ce que... on essaie, on voit, voilà. Moi je pense que c'est ça qui... L'obéissance, c'est pas... Non, moi c'est pas ça. C'est chercher ensemble une situation, comment y répondre, et puis si on me demande, eh ben c'est qu'elles ont pensé que peut-être pourraient faire l'affaire, voilà, mais c'est pas du... C'est pas du systématique, quoi, voilà. C'est pas dit on va chercher comme ça, non. Alors, voilà, ça, là, on avait dit. C'est ouvert sur les autres et je pense que vous pensez aussi également à des choses que nous on peut peut-être pas forcément penser dans le courant de notre vie et certaines choses que vous analysez peut-être que nous... On n'analyse pas toute seule, hein. Oui. Jacques Lully vient de dire que le projet ici, ça s'était fait avec nous, tout ça. Avec vous. Donc c'est pas... On est tous ensemble pour qu'est-ce qui est le meilleur. Hein, Oui, pour nous, pour la réalité oui, de la réalité, voilà. dans laquelle On n'est pas... Oui. On est inspiré, mais tout le monde est inspiré. Oui. C'est pour l'amour de Dieu, c'est pour l'amour de Dieu et de ses frères. Comment? C'est pour l'amour de Dieu et l'amour des frères. Voilà. C'est ça, hein, Voilà. c'est le... Oui. Enfin, je pense, Oui. hein, à mon avis. Vous avez donné la réponse. Par contre, je vais lui poser une question. Quand vous étiez peut-être un peu plus jeune, que vous étiez plusieurs, est-ce difficile de vivre vraiment en communauté, vous qui êtes un couple de sœurs, de femmes, oui. vous n'êtes pas parfois un peu en discorde ou en... Ah ben si. Comme partout. Voilà, chacune. Tous Vous allez dire chacune a son caractère. Comme soi humaine. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Mais on essaie de voir un peu ensemble qu'est-ce qui est le meilleur, y compris C'est ce qui nous amène à... qu'est-ce qui est le meilleur pour l'ensemble et pour chacune. Je pense que la prière a une importance dans notre vie. Hein. C'est pas du blablabla, c'est vraiment prendre la vie et la vie de ceux qui nous entourent avec nous. Alors, qu'est-ce que vous dites encore de la vie religieuse? Vous ne savez pas plus que ça. Est-ce qu'on ose vous poser la question, il y a combien d'années que vous êtes religieuse? Tout ça Ça fait en 63. depuis le siècle dernier. Oui, ça fait 40 ans. calculer quoi. Ah non, c'est 60 ans. 60 ans. Ouais. J'avais 23 ans. 61 ans. Ça, c'est beau d'être jeune. Oui. Ah bah oui, il y a un moment donné, il faut Qu'est-ce faire qu'on des doit choix. dire? Quelqu'un me demandait un mariage, j'ai dit là, il faut que tu choisisses ma belle. Parce que ça me suivait déjà depuis plusieurs années en arrière. De temps en temps, je dis, oh, ben, je réponds, je dis, oh, j'ai le temps, j'ai le temps. Puis là, il a fallu que je donne une réponse, alors voilà. Ma réponse, elle a été faite un peu par d'autres, un autre qui m'avait demandé. Voilà. Et vous avez préféré Jésus. Voilà. Voilà, puis vivre autre chose, quoi. Voilà. Parce que depuis l'âge de 10 ans, j'avais senti quelque chose, une phrase que le prêtre avait dit dans une homélie, « Si tu veux, viens, suis-moi ». Ça m'avait frappé en ce moment-là. Ça me revenait de temps en temps, mais on est jeune, donc on vit sa jeunesse, tout ça. J'étais engagée aussi dans des mouvements d'action catholique. On était des beaux copains, des bonnes copines. Puis voilà, tout d'un coup, ben, il faut faire des choix. C'est là... Ça, je pense que chacun ou chacune, à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas un peu... Je sais pas, ça vous a pas interpellé, non?
comment vous vouliez orienter votre vie? Merci. Non? Si, obligatoirement. Non mais ça c'est vrai qu'à un moment donné, on fait des choix. Alors autrement, notre vie religieuse, ben, on vit en communauté bien sûr. On fait alors, il y a une chose qu'a dit Jacques-Philippe tout à l'heure, qu'on leur avait donné nos bâtiments. C'est vrai qu'on fait un vœu de pauvreté aussi. Donc la pauvreté, c'est pas ne rien avoir, mais ce qu'on a, on le partage. Voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, qu'on essaie de faire aussi au fur et à mesure de la vie, quoi. Et puis il y a la chasteté aussi, c'est un vœu, hein, il y a 3 vœux, pauvreté, obéissance et chasteté. Donc c'est notre cœur, c'est pas pour l'enfermer, mais c'est pour le partager à tous. Voilà. Il n'y a pas de préférence, tous marqués. On a des amis, on a des frères, des sœurs, voilà. Donc c'est aimer sans frontières, j'allais dire. C'est pas particulier, c'est tous ceux que le Seigneur nous donne de rencontrer, qu'on est appelé à aimer, plus ou moins. Hein. Il y en a avec qui ça va plus ou moins que d'autres. Et puis autrement, la vie en communauté, alors là nous ne sommes plus guère dans la congrégation, nous sommes 7 en tout, dont 2 sont en EHPAD. Donc nous restons 5. Un peu valide. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va terminer, donc il faut que nos bâtiments ils servent à quelque chose, et justement il y a eu la réflexion avec un groupe, parce qu'à un moment donné, on avait beaucoup ce qu'on appelait des groupes Providence. Moi j'en ai encore 2, sur le Bassini, là-bas, Montigny à Bourgmont. Les groupes Providence avec qui on partage notre spiritualité avec eux, comment on la vit avec eux, voilà. Et donc c'est avec ces groupes-là qu'on a beaucoup aussi réfléchi comme notre avenir. Hein. Ça n'a pas été sur un coup de tête comme ça, ça s'est fait progressivement avec ces groupes-là. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? La liturgie des heures. Comment? Vous pratiquez la liturgie des heures. Ah oui, alors la liturgie des heures, donc le matin, l'après-midi, vêpres, puis complis, on le dit chacune, parce qu'on n'a pas les mêmes heures de coucher. De dormition. Alors on a appris que c'était pas ça la dormition. Donc, oui, ça, la prière qui a une place dans notre vie aussi, hein, ça c'est vrai que moi je suis peut-être moins portée à... peut-être quand je serai plus vieille, je suis déjà vieille, mais j'ai des sœurs qui prient beaucoup plus que moi, ça c'est vrai. Moi chacune on a son rythme, quoi, sa sensibilité aussi. Mais on a une prière ensemble 3-4 fois dans la journée. Et puis l'Eucharistie, quand on l'a. Ça, c'est suivant les prêtres qui sont disponibles. Voilà. Et puis, donc, on essaie quand même de partager encore avec des personnes qu'on rencontre. Hein, on n'est pas enfermé sur nous. Moi, j'ai 84 ans. Eh ben, je me dis, bon, c'est tout, je suis une vieille, d'accord. Mais si je peux encore vivre quelque chose avec d'autres, hein, si le Seigneur m'invite à vivre quelque chose, ben pourquoi pas. Ça c'est donné ou je ne sais pas. Enfin, puis mes sœurs, puis mes aussi, hein, on est bien ensemble aussi. Les 3 qui restons là. Hein. Et puis je pense que le projet d'ici nous a aidés à garder. Il y a une personne qui travaille ici, on se rencontre, on pose, enfin, c'est très ouvert. Ça nous garde un lien avec l'extérieur. On pourrait dire, bon maintenant je suis vieille, je m'enferme, mais non, ça, on a bien le souci, et puis
Il y a des personnes qui viennent là, viennent nous voir le matin, viennent déjeuner des fois avec nous. Enfin, voilà, on accueille et puis elle nous accueille. Il y a un côté relationnel important. Comment? Il y a un côté relationnel important. Oui. C'est indispensable. Oui, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent là. Tout d'un coup, ça sonne chez nous, on nous dit au premier là. C'est des personnes qu'on connaît, on sait que vous êtes là, on vient vous voir. C'est encore à midi, là, j'ai rencontré les gens que je connaissais d'avant. C'est des petits clins d'œil. Oui, voilà, oui. Ça, c'est vrai que ça nous entretient. Voilà. Et puis en même temps, ça nous aide à apporter quelque chose de leur vie. C'est pas il y a la confidence, il y a l'échange, le partage. Il y a une relation qui se crée, ça c'est vrai. Ma sœur, ce qui nous a inspiré aussi en préparant cette journée, c'est de se dire, elles sont peut-être plus que 3-4 à habiter ici, mais ça en fait des années de vie religieuse. Et je sais pas, je vais balancer 2-3 trucs comme ça, mais si c'était à refaire, 63 ans en avant, là, qu'est-ce que vous diriez? Et qu'est-ce qui a été le plus riche dans les choses faciles, les grâces ou des épreuves que vous avez pu vivre, tout ça? Et puis peut-être enfin pour terminer, il y a des jeunes, mais aujourd'hui on sait qu'on rentre en vie religieuse aussi à des âges très différents d'il y a 60 ans. Voilà, qu'est-ce que vous donneriez comme encouragement si vous nous répondez que si c'était à refaire, vous êtes... Je ne sais pas comment dire. Ben, ce ne serait pas pareil si c'était à refaire. Ça, c'est sûr qu'on vit avec son temps. Hein, mais moi, je ne voudrais pas du tout. Alors ça, sûrement pas. J'ai vécu des choses que je n'aurais pas vécues si j'avais été mère de famille. Ça, je connais la valeur des parents, parce que ça ne doit pas être toujours facile non plus. Mais je me dis, je ne sais pas si c'était à refaire. Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Parce que j'ai vécu. Passons à la deuxième question. Les plus grandes épreuves qui vous ont fait avancer. Eh bien, ça a peut-être été de ne pas avoir d'enfants. Ça, moi, je me suis beaucoup occupée d'enfants. Dans la catéchèse, l'Action catholique des enfants, la CE. J'ai été travailleuse familiale. Justement, j'ai choisi ce métier parce que je voulais connaître la vie de famille, ce que je chantais autour de moi. Pourquoi ils vivent comme ça? Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils vivaient en famille. Donc, j'ai quitté la catéchèse et j'ai fait une formation de travailleuse familiale entre 5 ans, 37 ans, je sais plus. J'ai vécu ça pendant 7 ans. Puis après ça, on m'a dit, on a besoin de toi au Pérou, il fallait aller voir. Et mais j'ai eu besoin de rencontrer la vie des familles. Et bon, je n'ai pas envoyé dans les familles les plus aisées, parce que travailleuse familiale, on va dans des familles qui ne sont pas toujours faciles. Mais non, je ne regrette vraiment pas ce que j'ai vécu. Vraiment pas. Non. Ça, parce que non, je ne crois pas que si j'avais été mariée, j'aurais vécu tout ça. Mais chacun vit selon ce qu'il ressent. Enfin, disons, c'est bien. Les familles vivent des belles choses, et ça, je suis très consciente. Mais moi aussi, j'ai vécu des belles choses, et la vie religieuse nous ouvre à d'autres. Ça m'a empêché de m'enfermer. Voilà. Non, vous voyez, on ne serait pas là si j'avais été mariée, je serais peut-être Je vous aurais épousé. Vous voyez, vous ne seriez pas là aujourd'hui.
Vous êtes originaire de pas très loin d'ici, là, de Champigny-les-Landes. Je suis originaire de Champigny-les-Landes. Voilà. D'après l'histoire, on dirait que le village a eu beaucoup de vocations religieuses. C'est dû à quoi à peu près? On a été 3 sœurs. Oui. Voilà. Sœur Myriam et puis qui? Comment? Marie-Paul. Marie-Paul. Et puis Marie-Thérèse Garnier, qui était chez les sœurs du Bon Secours de Niederbrunn. Elles sont décédées toutes les deux, presque. Et puis il n'y a plus de prêtre non plus décédé. Mais c'est vrai. Mais... Il y a Dominique Jauget aussi qui est de Champigny. Vous savez, quand tu rentrais ici... Et Dominique Jauget, il n'est pas de Champigny? Si, si. Ah, mais il y a Dominique aussi. Bah oui, c'est là. Lui, il est vivant. Hier, il était encore vivant. Elle a placé ses rubriques. Oui, oui. Ça vient de Notre-Dame de la Délivrance, non? Comment? C'est Notre-Dame de la Délivrance qui a fait toutes ces vocations. On n'est pas loin. Oui, oui, on n'est pas loin. Mais c'est vrai que j'ai connu la Providence que quand je me suis posé la question de la vie religieuse, autrement. Si je connaissais une sœur, c'est tout. Une sœur Colette qui est décédée depuis. Mais autrement, je ne savais pas, je ne connaissais pas la Providence. Hein. Et quand j'ai cherché, ben, je voulais bien aller me suivre. Comme j'étais beaucoup engagée au niveau des jeunes du MRJC, donc je me dis, allez loin, peut-être que je pourrais faire quelque chose encore pour le département. Donc c'est là que j'ai découvert qu'il y avait la Providence. Mais je n'ai pas cherché bien loin, j'ai hésité avec les dominicains des campagnes, comme un missionnaire des campagnes. Mais il y en a beaucoup qui ressortaient. Myriam, on peut parler de Sœur Catherine pour flatter les Chaumontais. Merci. Sœur Catherine, qui est la plus jeune des sœurs de votre communauté, qui vit à Chaumont. Elle a vécu en communauté un petit peu avec Sœur Marie-Belle, qui est maintenant est ici. Il est là, Marie-Belle. Je la cherche. Ah, elle est cachée là, Marie-Belle. C'était donc, qui était aide-soignante, moi que j'ai connue dans les couloirs de l'hôpital de Chaumont comme aide-soignante en pneumologie, service des personnes, beaucoup de personnes en fin de vie, vous avez accompagné ma sœur. Et donc Sœur Catherine qui est directrice, non, quel est son statut exact au vestiaire du secours catholique? Non, pas au vestiaire. Non, elle est pas au vestiaire, elle est au... Elle est au vestiaire, mais c'est pas le secours catholique. Oui, c'est pas le secours catholique. Au vestiaire. Ah, d'accord, c'est au vestiaire de Chaumont. Donc ils font aussi de l'insertion par la récupération de vêtements. Ils lavent, ils retotochent un peu et ils ont le petit commerce qui est ouvert dans les nouveaux quartiers de Chaumont. Je ne sais pas quelles sont ses autres missions, mais c'est sa fonction professionnelle. Elle va être en retraite au mois de juillet. Voilà. Ah bon, oui. Il y aussi là. Moi, elle est contente parce qu'elle est beaucoup ici aussi. Hein. Avec Jacques-Philippe, elle est beaucoup dans la direction. Nous, elle fait quand même des choses sur la paroisse, mais nous, un groupe de lecture avec elle, tout ça, donc bon. Je me demande à quoi ça va ressembler tout ça. Non oui, bah oui, on est 7, mais on est plus que 5 encore en action, parce qu'il y a des gens qui passent. Et puis, Marie. Non, mais je pense que chacun, je sais pas, il y a des jeunes qui sont là, je sais pas si on a déjà posé la question, les jeunes là qui sont là. Isabelle, tu as bossé. Bien sûr, Myriam, Est-ce que déjà vous êtes posé la perdu question? le prénom de ta camarade. Sœur Myriam a demandé Elle sait pas. Moi j'ai bossé. Est-ce que déjà vous êtes posé la question? J'étais avec le docteur Cordon. Par exemple, Non, non, alors, nous, on a offert chez nous, parce que c'était l'hôpital. Et on s'est retrouvé en réanimation, anesthésie.
Pour moi, personnellement, je me pose la question, et je pense que le Seigneur ici, c'est là. Après, j'étais en orthophoniste. Et ici, c'est pas du tout ça, bah, oui. je me pose la question et je me dis, bah, c'est régulier. Voilà. Oui, à l'époque, elle a perdu son gamin. On peut se poser la question de temps en temps. Moi, je suis bizarre, ça va suivre. J'attends quelques mois après. Ah oui, Elisabeth, on a vu un homme barbu approcher. Est-ce que par hasard ce serait le directeur du 3 Margelles? Et bien alors je cherchais de ce côté-là, je désespérais de le voir arriver. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question à poser à sœur Myriam et à sœur Marie-Reine avant qu'on découvre les 3 Margelles? Non? Ah si, Je voudrais savoir qui s'occupe de vous en fin de vie. Eh bien, souvent c'est les padres. Maintenant, ça va être les padres. Pour le moment, on est un homme, on peut encore s'auto-gérer. On est entre nous. Vous voyez, Monique qui est tombée malade vite. Et au bout d'un mois, on a dit non, si elle reste, c'est nous qui tombons malade. Parce qu'il fallait trop s'occuper d'elle. Oui. Donc c'est là qu'on a demandé. Voilà, donc moi je demande au Seigneur de mourir vite. De ne pas traîner, je crois. Pas tout de suite, hein. On ne choisit pas. En fait, il y a deux choses, Élodie, d'après ce que j'en crois, mais sœur Myriam confirmera. Il y a pour chaque sœur, la fin de vie de chaque sœur, comme pour chacun d'entre nous, et puis il y a la fin de vie de la communauté, de la congrégation. Et là, l'Église vous accompagne aussi, je pense. Je sais qu'il y a un prêtre de Suisse là, qui a un petit peu aidé. Il vient de temps en temps, oui. Oui, c'est lui qui est le responsable avec Catherine. Parce qu'en fait, je ne voulais pas savoir si c'était le corps médical qui vous aidait, mais si spirituellement vous aviez quelqu'un qui venait pour vous accompagner par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie, ce que vous avez donné aux autres, et si vous étiez accompagné le mieux possible de tout l'amour que vous avez donné, le travail que vous avez fait pour les autres, de toute cette... Ça, c'est donné au Seigneur. On ne cherche pas à avoir un remerciement. Non, c'est pas un remerciement, mais ça soit, on va dire, le plus dans l'amour possible. Voilà, oui. Mais je pense qu'entre vous, oui, entre vous, vous accompagnez. Oui, entre nous. De blanc chez Valentine. On va pouvoir faire des omelettes. Faut pas les faire avant l'heure. Bon, eh ben, très merci. Bien. Merci. Ça sera mieux enfin, ouais, parce que comme ça je bouge pas de la chaise. Bon. Non, bouge pas, c'est bon. Reste comme t'es, bouge pas. Attends, en revanche, moi je vais m'approcher un peu. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Ah, écoutez, je suis Francis Dombois, je suis le président d'Habitat et Humanisme Haute-Marne. Et j'ai la chance, effectivement, d'œuvrer dans une institution remarquable en Haute-Marne, à Lens, petite ville, mais qui compte
Habitat Humanisme Aude-Marne, 36 bénévoles. Je vais essayer. Donc je disais que Habitat Humanisme Aude-Marne compte 36 bénévoles. Ce qui est assez remarquable, nous travaillons principalement sur le site de Langres, la résidence des Trois Margelles, et je vais vous expliquer un petit peu son projet de fonctionnement. Et nous allons ouvrir à Chaumont, en juillet prochain, une nouvelle résidence avec 4 appartements. Cette résidence sera assise dans une ancienne résidence des Servites, de la congrégation des Servites à Chaumont, rue Émile Cassé, près de la gare. Voilà. Alors, pourquoi Habitat Humanisme à Langres, dans ce lieu extraordinaire? Eh bien, c'est grâce aux Sœurs de la Providence. On a commencé par là. Voilà, c'est grâce aux Sœurs de la Providence qui ont fait don de ces bâtiments, qui a donc été réhabilité, et au sein duquel se trouvent 9 logements. Alors, ces 9 logements, à qui sont-ils destinés? Ces 9 logements, ils sont destinés à des personnes qui sont en difficulté sociale, majoritairement. En considérant que ces difficultés, pour nous, sont des difficultés temporaires et que l'ensemble des bénévoles œuvrent de manière à ce que toutes ces personnes retrouvent le droit commun dans son ensemble, tant au niveau du travail qu'au niveau social et au niveau de l'intégration au sens large. Nous accueillons aujourd'hui des personnes qui ont entre 18 et je vais avoir une nouvelle arrivante qui va avoir 71 ans. Donc vous voyez, on est donc dans une résidence intergénérationnelle. Alors ces résidents, nous les accompagnons, chaque bénévole est référent d'une personne accompagnée. Et nous avons également une salariée qui sert de lien et qui ne manque pas de prendre en compte, le cas échéant, toutes les petites difficultés qui peuvent se poser au quotidien pour ces personnes. Également, quelque chose de particulier à Langres, parce que c'est la seule association d'Habitat Humanisme qui a cette petite institution qu'on appelle un lieu d'accueil enfants-parents. Ce lieu d'accueil, dont l'un des piliers est Myriam, n'est-ce pas? Accueille des enfants, des parents, le mercredi, le matin, l'après-midi et le jeudi matin. Voilà. Et le samedi, une fois par mois. C'est une entrée libre. Nous ne donnons aucun conseil. Nous ne sommes pas des éducateurs, nous ne sommes pas des assistants sociaux, nous ne sommes pas des psychologues. C'est un lieu où les parents viennent échanger sur leurs difficultés, leurs pratiques, et essaient de trouver des solutions, le cas échéant, ensemble. Voilà. Nous n'intervenons pas de manière éducative ni sociale avec les personnes. C'est un lieu d'échange ouvert à tout le monde. On peut venir parents, les grands-parents, oncles et tantes, le cas échéant, en fonction des possibilités de chacune des familles. Voilà. Quelques mots quand même sur Habitat Humanisme. Habitat Humanisme, c'est une grande fondation, fédération, qui regroupe 52 associations au niveau national et 7 associations sises maintenant en Belgique et au Luxembourg. Son fondateur, Bernard Devers. Bernard Devers est un homme d'affaires qui travaille dans l'immobilier à Lyon. Et il est touché un jour, suite à l'expulsion d'une personne qui va le rencontrer à l'hôpital, et il est complètement bouleversé par la situation de cette femme. Et Bernard Devers décide de rentrer dans les ordres et devient prêtre. Et sa vocation ensuite a été de dire « je vais faire tout ce que je peux faire pour aider toutes ces personnes et faire en sorte, ne serait-ce que par le logement, ces personnes retrouvent une certaine dignité. » Et il a donc commencé par réhabiliter des logements sur Lyon. Et de fil en aiguille,
Il a réussi à faire en sorte que existent aujourd'hui 52 associations qui travaillent principalement avec 3 branches. Une branche résidence, une branche EHPAD et une branche soins d'urgence. Voilà ce que je peux vous dire sur Habitat Humanisme. Voilà, en sachant que, ben écoutez, je n'ai rien à vous cacher. Nous sommes 36 bénévoles, mais nous recherchons toujours des forces vives. Qui sera le 37e? Voilà, alors, je suis encore un jeune président puisque j'ai pris la présidence en juin dernier. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons la chance, et j'ai la chance, d'avoir des bénévoles extrêmement engagés, extrêmement présents, et qui sont là à chaque fois que la mission l'appelle. Oui. Vous avez levé le... Pardon. Voilà, si vous avez des questions, je vais bien évidemment y répondre. Donc, qui veut être bénévole? Les logements, c'est ici, donc. Pardon? Les logements, c'est ici. Non, ils sont derrière. Voilà, donc vous avez un bâtiment neuf qui comporte 4 logements et le bâtiment historique a été réhabilité avec 9 logements et une salle d'activité consacrée principalement donc au lieu d'accueil enfants-parents. Oui. Vous dites qu'il y a 6 associations en Belgique et Luxembourg, mais c'est 6 pour les deux ou 6 chacun? Non, il y a, pardon, il y a 52 associations sur le territoire français, et cette association, il y en a 2 au Luxembourg, et la différence Du coup, 4 en Belgique. Francis, les gens qui résident, ils ont un temps commun à un moment donné dans le mois ou dans la semaine, c'est ça? Alors, l'organisation fait que, je vais dire que la présence des bénévoles, la présence de Corinne, notre salariée, elle est permanente. Alors, comment cela se déroule-t-il? Nous avons institué un certain nombre de réunions. Il y a un conseil de maison, il y a des réunions mensuelles, il y a des réunions sur l'accompagnement des personnes. Ces personnes ne sont jamais isolées. Ce qu'on leur demande, c'est, en contrepartie, c'est de participer à la vie collective. Il y a un superbe jardin, il y a des activités qui sont organisées, il y a des sorties à l'extérieur, des sorties cinéma, des sorties culturelles. Tout est fait en sorte pour que les résidents ne soient pas isolés. Aussi, chaque locataire est accompagné, j'étais pas bien entendu. Oui, chaque locataire est accompagné par un bénévole référent. Et le locataire s'adresse à son bénévole référent. C'est pour créer du lien. C'est le lien. C'est souvent des personnes qui sont isolées, qui ont besoin de se retrouver et accompagnées par quelqu'un d'extérieur. Ça crée du lien, ils se sentent moins tout seuls. Voilà, la devise d'Habitat Humanisme, c'est bâtisseur de liens. C'est intéressant. Bâtisseur de liens. Ce sont des gens qui travaillent, non? Certains, oui. Majorité, non. Alors sinon, nous avons une personne de 62 ans qui travaille dans une entreprise de plomberie, qui a eu pas mal de difficultés personnelles, mais qui a réussi, je veux dire, à se réinsérer. Nous avons aussi des jeunes qui, eux, sont sur des emplois précaires, il faut être clair, difficiles pour eux d'être intégrés au vu des antécédents scolaires et d'apprentissage. Là, on voit que ça reste un problème. Quand j'ai dit nous sommes bâtisseurs de liens, c'est que ce n'est pas nous qui allons chercher les solutions pour ces personnes.
ce que l'on fait, c'est créer le lien pour qu'elle puisse déboucher le cas échéant avec des interlocuteurs sur des possibilités d'emploi ou d'insertion sociale, culturelle, et voilà, voire sportive. Nous avons la chance sur Langres d'avoir un réseau associatif quand même très important. Il y a énormément d'associations sur le pays langrois, et donc pour nous aussi, il est question de créer des liens avec l'ensemble de ces associations qui sont autant de partenaires possibles pour aider nos résidents. Voilà. Comment vivons-nous? Et avec quelles ressources? Là aussi, on a besoin de tout. Voilà. L'idée d'habitat et d'humanisme, c'est de dire nous logeons des personnes en difficulté sociale. Donc, la contrepartie, et nous nous y tenons, c'est que nous louons les appartements qui sont disponibles à des personnes qui ont un certain niveau de revenu. Ce niveau de revenu, il est d'environ 1 000 € par mois, et on ne peut pas dépasser ce seuil. Donc, c'est ouvert à une catégorie de personnes à revenus faibles. Voilà. Ensuite, bien évidemment, on met tout en œuvre pour qu'ils puissent toucher tous les droits sociaux auxquels ils ont droit réel. Alors, ensuite, une association comme Habitat Humaniste, comme n'importe quelle association, il faut qu'elle trouve des subsides pour pouvoir vivre. Alors, nous avons la chance quand même, il faut le dire, d'être aidés, notamment pour le lieu d'accueil enfants-parents, par la CAF, qui est l'un de nos principaux financeurs, et également par les collectivités territoriales, Langres et le Grand Langres. Et puis le conseil départemental nous aide également. Voilà. Donc on ne manquera pas de les remercier. Voilà. Et puis aussi, l'objectif, c'est parfois difficile pour nous parce que il faut trouver les bénévoles qui ont les compétences nécessaires et la disponibilité nécessaire, c'est d'aller recourir au mécénat. Donc, nous allons nous y employer au cours de cette année et aller voir des grandes entreprises langroises, par exemple. Voilà. Merci. Merci beaucoup.